Bonjour. Et merci pour cette invitation. Je pense que c'est une journée très importante. C'est important que ça arrive. Je suis très contente d'y être. Et j'aurais envie de dire que le panel dans lequel on est invité à un panel qui s'appelle « Les enjeux pour les milieux associatifs ». J'aurais presque envie de dire « Les enjeux pour l'action citoyenne ». Donc, on est tous et toutes des citoyens, puis il y a quelque chose de ce genre-là, je pense, dans la question qu'on veut amener. Je me suis donné 2 objectifs ce matin. Contribuer, si c'est possible, au constat, en faisant part de certains enjeux que j'ai pu voir du côté de l'action citoyenne vers ce que j'appellerais une société sans pauvreté, riche de tout son monde, riche pour tout le monde, puis peut-être poser une double question d'épistémologie. Ça me revient, moi aussi, la question d'épistémologie. Comment situer l'enseignement de l'économie en lien avec les rapports de pouvoir entre marge et centre et les rapports de savoir entre marge et centre? Il y a comme les 2 morceaux dans ça. Et j'ai 5 points à apporter par rapport à ça. On va voir ce que ça va faire dans 15 minutes, pas 20 minutes. Mon premier point, c'est la posture, c'est mon plus long titre, la posture institutionnelle de la science économique devant les apports théoriques et pratiques qui viennent de l'action citoyenne puis des personnes en situation de pauvreté. Bien, je veux vous dire tout de suite en commençant que je n'ai jamais eu de cours d'économie, ni au cégep, ni à l'université. C'est donc une partie que je peux difficilement juger de l'intérieur, mais je l'ai côtoyée par la marge. Et puis j'ai beaucoup d'occasions d'apprendre sur le tas du point de vue de cette action citoyenne pour un Québec sans pauvreté. Mentionner peut-être que depuis 1998, j'ai fait partie d'un courant continu de croisement de savoir puis d'élaboration conceptuelle qui se sont faites avec des personnes en situation de pauvreté. Par exemple, on a inventé le produit intérieur, d'où la dépense intérieure dure, les dollars vitaux, fonctionnels et gonflables, vous le voyez venir un peu. Et puis, ça m'a frappé de voir que ces concepts-là ont fait leur chemin jusqu'en France, puis même proche de la commission Stiglitz, dans le cadre de toute une série de rencontres particulières, et où j'ai eu l'occasion de rencontrer des économistes. Mais il est assez probable que ce qu'on a construit avec des personnes en situation de pauvreté soit enseigné à peu près nulle part au Québec en économie. Ça fait que ça me questionne un peu comme situation. Et ça pose une question sur le lien entre ce qui s'élabore et ce qui se passe dans les marges, puis ce qui s'enseigne de façon plus officielle. Par ailleurs, pendant la même période, j'ai été témoin à quel point on a souvent fait référence à des économistes qui enseignent dans des universités québécoises comme caution à des décisions publiques qui vont contribuer à augmenter la pauvreté, les inégalités, l'exclusion. Alors, il y a un rôle social aux économistes qui enseignent dans les universités. C'est important de les regarder. Mon point de vue est beaucoup plus en dehors de la salle de cours que dedans, mais à travers ça, il y a quelque chose à regarder entre l'institution universitaire, les courants dominants de la décision politique, puis l'expérience qu'on fait vivre dans la société en marge de ces courants-là. Alors ça, c'était mon premier point, dire il faut regarder ça largement, je pense. Mon deuxième point, ça va être des exemples de nuisances. Mon troisième point, ça va être des exemples de croisements féconds. Alors, je vais commencer par les nuisances, puis on viendra aux féconds après. Alors, des exemples à mon avis, de contributions nuisibles venant de gens qui enseignent l'économie. Je me suis mis quelques petits exemples. Je me rappelle, je crois que c'est dans les années 90, être dans une salle de l'UQAM, pas dans un cours, mais dans un événement public, où il y a un prof d'économie de l'UQAM qui nous annonce que dans la salle où on est, si on ajoute 1 000 $ au revenu de la personne la plus riche dans le groupe, notre bien-être vient d'augmenter. Ça ne marchait pas dans mon esprit, mais ça marchait bien dans la théorie économique qui veut que le bien-être s'augmente si le revenu s'augmente dans un groupe, peu importe sur qui il vient s'ajouter. Ça ne donne pas beaucoup de crédibilité à quelqu'un qui s'intéresse à la justice sociale, à la pensée économique. Un autre exemple que je pourrais donner du même genre, c'est d'avoir côtoyé des économistes. Encore une fois, c'est un autre qui enseignait à l'UQAM. C'est pas automatique, là, je pense, quand même. Mais tu découvres tout d'un coup, en travaillant avec cette personne-là,
qu'un jour, cette personne-là dit, bon, ben, il faut tout mettre dans les impôts, et puis un autre fois, il va dire, il faut tout mettre dans les taxes, et puis, tu sais que cette personne-là peut, en 5 minutes, contacter les fonctionnaires des finances, puis tu réalises que ça te prend 100 heures de travail pour contrer ce que lui va affirmer publiquement en 5 minutes. Ça, c'est nuisible. D'être léger avec la science économique, alors que c'est la gravité de la vie des personnes qui est en cause. Et moi, c'est une affaire qui m'a beaucoup frappée de travailler avec des personnes en situation de pauvreté. Les 20 000 premiers dollars dans un revenu, là, si on ne les a pas, on perd l'espérance de vie. On perd l'espérance de vie en santé. C'est pas n'importe quelle sorte de dollar. Et c'est pas à traiter à la légère dans une société où on a les moyens d'être tous sortis de la pauvreté. Un autre exemple du même genre, plus récent, j'entends le ministre Bachand, il y a quelques années, nous dire qu'il ne veut pas augmenter les impôts parce que tous les économistes nous ont dit que ce n'était pas bon pour l'économie. Bien sûr, il ne cite pas tous les économistes, il en cite seulement quelques-uns, mais ce jeu-là d'aller citer tous les économistes à l'appui d'une position qui serait on ne peut pas augmenter les impôts, il vaut mieux faire une contribution santé, il vaut mieux faire ci, il vaut mieux faire ça, bien, c'est des profs d'économie, les économistes auxquels ils pensent au Québec quand ils parlent comme ça. Alors, comment on peut contrer tous les économistes d'un ministre? Un autre exemple, dans les dernières années, il y a une certaine entente qui s'établit à dire au Québec, là, sous la mesure du panier de consommation, on ne couche pas ses besoins de base. Logiquement, notre société, elle devrait faire en sorte que tout le monde les couvre, parce qu'en dessous de ça, bien, il y a un déficit humain. La notion de déficit humain, elle existe aussi. Ce n'est pas la même qu'un déficit comptable ou monétaire. Et donc, c'est amené par le Centre d'études sur la pauvreté et l'exclusion comme indicateur, par le Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, qui relève du gouvernement comme une cible à atteindre. Et là, que fait le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale? Il donne un contrat à des économistes du CIRP pour lui dire si ça valait, ça serait quoi, ça aurait comme effet sur l'économie de s'assurer que tout le monde couvre ses besoins. Et évidemment, c'est très mauvais pour l'économie. Alors, ça discute en commission parlementaire. C'est des économistes qui participent à ce débat-là, qui est aussi un débat citoyen. Alors, la question est posée, quand est-ce que c'est un débat de science